Salut les jeunes, c'est Isma et bienvenue sur le Isma Show. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des news, de l'actu et des trucs à décrypter qu'on a trouvé, que j'ai trouvé sympa sur le crypto Twitter US. Alors aujourd'hui, on va parler du restart FTX. Il y a eu le co-tiering hier à propos justement du plan de restructuration d'FTX, où en sont les démarches, etc. On va voir ça ensemble. Ensuite, on va parler également des tools, des outils que j'utilise pour traquer les wallets on-chain, notamment du trade que j'ai fait sur Twitter qui est devenu pas mal viral à propos du token IMO du YouTuber Crypto Million. Parce qu'en gros, le prix du token est à dump de 50%. Donc j'ai checké, voir si effectivement la team de IMO racontait du bullshit et est-ce que c'était de l'insider ou est-ce que effectivement c'est potentiellement une whale qui a juste décidé de market dump ses tokens. Donc on va voir ça ensemble, comment j'ai regardé, comment j'ai analysé tout ça. Et pour finir, on parlera également du prix des influenceurs parce que ZachXBT a leak une datasheet avec tous les prix que prennent les influenceurs pour des tweets, des instas, des vidéos, etc. Donc c'est assez marrant de voir ça. Sur ce, à tout de suite. Alors, nous voilà sur la timeline. Commençons par un tweet donc, qui est pas le plus récent, hein, c'est pas forcément dans l'ordre. Les tweets sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Donc là, un tweet de Bitcoin Magazine qui parle du white paper qu'on a retrouvé sur les ordinateurs Apple. Alors il faut savoir que cette news n'est pas nouvelle parce que quelqu'un avait déjà montré qu'il y avait le white paper du Bitcoin dans l'application Preview en 2019. Donc en fait, c'est une news recyclée qui a buzzé que récemment. Allez savoir pourquoi elle a buzzé que maintenant. Mais voilà, donc ça c'était pour rectifier un peu le tir. Cette news du coup n'est pas de 2023, elle est bien de 2019 avec quelqu'un qui avait déjà remarqué ça. Voilà. Donc passons sur un tweet de Jeff Hashell, donc qui est un trader quant. Donc trader quant, je rappelle parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est un trader qui va s'appuyer sur des modèles statistiques pour trader, que ce soit de manière algorithmique, donc automatisée ou manuellement. Donc là, il a fait un trade qui explique pourquoi Python, le langage informatique, est un langage optimal pour faire pour faire des algos de trading haute fréquence. Donc moi qui trade beaucoup en Python, qui fait des algos de market making, ça me parlait, donc j'ai décidé de le mettre en signet. Alors, il faut savoir que si vous n'êtes pas trop dans le dev, il faut savoir que Python, c'est un des langages les plus abordables en termes de connaissances, parce que parce qu'il a des caractéristiques qui font qu'il n'est pas trop compliqué à apprendre en main. Par contre, il est moins rapide que d'autres langages comme le C++, le C, etc., qui eux sont beaucoup plus complexes à utiliser, mais par contre, où vous avez plus de possibilités de design de mémoire, etc., et il est également beaucoup plus rapide. Par contre, le Python a l'avantage d'avoir énormément de gens qui l'utilisent quotidiennement, et par conséquent, bah, il y a beaucoup de librairies que tu peux utiliser dans ton code, donc ça veut dire que des gens ont déjà fait des parties de code que toi tu peux réutiliser, et donc ça te permet de coder, ça te permet d'avoir une productivité qui est décuplée comparée à du code en C ou Rust, autre langage informatique. Voilà, donc c'est l'avantage du Python, c'est que le Python est extrêmement utilisé et qu'il va vous permettre de développer des choses très rapidement from scratch. Donc ce qu'il dit, c'est que sa stratégie, elle a été d'abord faite en Python, sur une simple file, et maintenant elle a été bien sûr optimisée dans un langage différent, le Rust, en production, mais ce qui compte vraiment, c'est le voyage pour arriver du script Python au système développé Rust. Et ce qu'il dit, c'est que s'il avait commencé en Rust directement, il en serait largement pas où il en est aujourd'hui. Il rajoute que même aujourd'hui, il est toujours possible de créer des algos qui tradent en haute fréquence avec des stratégies en Python. Et ce qu'il dit, c'est que la raison fondamentale pour ça, c'est que la latence ne dépend pas vraiment de ton système, donc de ta puissance de calcul, mais la latence provient des ordres que tu envoies en fait avec les exchanges, parce qu'il faut savoir que quand tu envoies un ordre vers un exchange, c'est pas instantané. Ton ordre, il doit passer par Internet et passe par Internet. Il y a une délai, mais là évidemment on parle de millisecondes, de centaines de millisecondes. Mais quand vous faites du trading haute fréquence, des centaines de millisecondes, c'est énorme. Mais donc par conséquent, il n'y a aucun intérêt entre guillemets au début d'optimiser pour de la latence de calcul, donc sur la machine elle-même, alors qu'en fait dans tous les cas ta requête elle va mettre des centaines de millisecondes à aller et revenir vers un serveur. Et donc c'est ça qu'on appelle le bottleneck et qui ralentit en fait
le système. Donc comment quelle tête en Python ça devrait avoir? Donc il faut commencer par une simple event loop, donc une boucle qui tourne à l'infini. Trouver des librairies qui font de l'asynchrone, donc qui vont envoyer des requêtes mais qui vont pas bloquer le code derrière. Parce que en gros, ce qui se passe, c'est que si vous n'utilisez pas de l'asynchrone, quand vous allez lancer une requête, bah votre algorithme il va attendre comme ça que la requête elle revienne pour exécuter le reste. Alors que si vous avez une event loop asynchrone, et bah, l'algorithme il va envoyer une requête vers un serveur. Là, et entre-temps que la requête elle revienne vers nous, et bah, le serveur il va continuer à exécuter d'autres choses. Il va calculer d'autres trucs, envoyer d'autres requêtes, etc. Donc on gagne du temps. Voilà, l'algorithme n'est pas bloqué. Il dit également qu'il faut utiliser le WebSocket Binance. Donc c'est pour le WebSocket, c'est l'outil qui vous permet de vous connecter à un serveur en continu. Donc il faut se préparer à devoir l'inclure. Il faut maintenir une single state machine. Donc en gros, une single state machine, c'est un postulat d'algorithme, en gros, qui va garder un état et exécuter des choses, mais sans que ce soit trop compliqué. Voilà, à travers des callbacks. Le système doit prendre en compte des messages comme des inputs, et les outputs, c'est une séquence d'ordre ou de blocage d'ordre. Et il faut envoyer ces actions de manière asynchrone. Quant à la construction de l'order book et la stratégie, il faut qu'ils soient sur le même corps, donc le même corps, le même processeur. Là, il met un exemple de pseudocode qui pourrait servir. Je vais vous passer les détails techniques du set. 8, on sait également les détails techniques, mais en gros, ce qui est possible de faire, c'est qu'avec un tool qui s'appelle PyPy, vous pouvez compiler du Python et le transformer en code C qui run beaucoup plus rapidement. Il rajoute que les vrais systèmes de trading haute fréquence en finance traditionnelle ne ressemblent pas à ce qu'on vient de décrire, évidemment. Par exemple, plutôt que de faire des requêtes vers le serveur pour le book et ensuite lire le book, ce qui fait, c'est qu'il y aurait deux entités. Une entité qui crée l'order book, une autre entité qui prend les trucs de l'order book et qui envoie comme ça. Bah, il n'y a pas entre les deux d'envoi d'IO d'envoi vers les serveurs pour récupérer l'order book. Donc, ce serait potentiellement plus efficace, etc. Il faut prendre conscience qu'en crypto, il n'y a pas besoin d'utiliser des langages qui sont optimisés pour la latence. Mais de toute façon, au bout d'un moment, ce sera clair le moment où il faudra changer. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce petit trade vous a plu sur l'informatique. Voilà, ça c'est mon trade du coup d'analyse du token IMO de CryptoMinion. Alors, donc tout d'abord, j'ai utilisé un premier tool. Alors, sachez que ce tool est extrêmement pratique. Ça s'appelle Dune Analytics. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des nœuds connectés à plusieurs blockchains. Vous avez la Binance Chain, Ethereum, ce que vous voulez. Et en gros, vous pouvez créer des dashboards et plus particulièrement créer des queries. Il faut savoir qu'ils ont des nœuds donc qui sont connectés aux blockchains d'Ethereum, Binance, etc. Et donc, ils ont toutes les datas de toutes les transactions, tout ce qui se passe sur les blockchains, qui transforment en base de données MySQL. Enfin, actuellement, c'est du PostgreSQL, pardon. Et vous pouvez query donc toutes les blockchains avec du MySQL. Donc, c'est vraiment incroyable. Par exemple, donc moi, j'ai fait un dashboard que je vais vous montrer, qui est là. Voilà, là c'est mes queries, CryptoMillion. Là par exemple, je clique dessus, je vais voir la query. Donc c'est la query que j'ai faite pour récupérer en gros tous les acheteurs et vendeurs du token IMO sur la Binance Chain dans la pool de PancakeSwap. Donc grâce à ça, après avoir pris individuellement tous les traders et tous leurs trades de la pool, je les ai mis ensemble par trader. Et en gros, je les ai triés par le plus gros nombre de dollars vendus et le plus gros nombre de dollars achetés en token IMO. On se retrouve ici par exemple avec ce wallet qui a vendu pour 72 000 dollars de IMO. On voit qu'il en a acheté pour que 31 dollars. Ensuite, pareil, là, 70 000, il a vendu 70 000, là, il a vendu 7 000. Et la dernière fois où il a vendu, c'était le 8 avril à 13h30. Là, pareil, 13h30, 13h33, là, 13h30, 13h34, etc. Donc, on voit que ces trois wallets, ils ont des tokens, ils ont une grosse quantité de tokens IMO dans la pool de PancakeSwap et qui n'ont jamais acheté dans cette pool de tokens. Et ils ont également tous décidé de dump en même temps. Donc c'est très bizarre. Moi quand j'ai vu ça évidemment j'étais en mode ok très bizarre. C'est probablement des insiders. Et en fait on va voir qu'avec l'analyse je me suis rendu compte que c'était pas des insiders potentiels. Mais que c'était juste que par exemple là ils avaient acheté dans des pools qui étaient plus anciennes, dans des pools de PancakeSwap V1 etc. Parce qu'il y avait plusieurs mises à jour de la pool. Donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas ici.
Dune Analytics, très bien, vous pouvez analyser toutes les transactions de toutes les blockchains, de plein de choses. Ensuite, j'ai récupéré, donc, comme je vous ai dit, les adresses des plus gros vendeurs de tokens IMO dans la pool. Pour vérifier que, en fait, pour vérifier que aucune de ces adresses n'appartiennent à quelqu'un de la team, je suis donc allé dans le déployeur du contrat. Le déployeur du contrat d'IMO, c'est un contrat qui va déployer un autre contrat. Et c'est ce contrat qui va distribuer les tokens initiales aux fondateurs en général, aux fondateurs, aux teams, etc. Et donc j'ai remarqué que aucune de ces adresses, là vous voyez par exemple cette adresse elle a reçu 5 millions de tokens IMO du déployeur, celle-là 5 millions, puis 6 millions, plus 100 000, plus 100 000, 100 000, etc. Et en fait j'ai remarqué que aucune des adresses du déployeur ne figure dans les adresses qui ont le plus vendu de tokens. Donc déjà là, on peut se dire, ok, probablement ça appartient pas à un des fondateurs. Après, il y a toujours un risque que, par exemple, un fondateur ait envoyé, que le déployeur ait envoyé des tokens à une adresse et qu'après il est spoofé à d'autres adresses qui sont ensuite données à cette adresse. Donc du coup, j'ai décidé, bon, pour la clarté, de labelliser les wallets avec des indices. Donc le portefeuille, donc là je rappelle c'est wallet ici. Le portefeuille 1, c'est le premier portefeuille, portefeuille 2, deuxième portefeuille, portefeuille 3, troisième portefeuille, etc. etc. Maintenant j'ai utilisé Binance Scan qui est l'équivalent d'Etherscan mais pour la Binance Chain. Et j'ai remarqué que du coup, le wallet principal, wallet 1, avait en effet bien acheté pour 300 BNB Worth de IMO, donc ça faisait environ 1 million de tokens IMO il y a 51 jours. Et en fait, c'était dans une autre pool. C'est pour ça que dans cette pool-là, quand j'analysais, il n'y avait aucun token acheté. Et ensuite, il a décidé d'envoyer les tokens sur 3 wallets différents pour les répartir. Voilà, donc et après on voit également que via donc toujours Binance Scan qu'il a vendu donc ses IMO. Donc comme je l'ai écrit là, il y a 375 000, 315 000, 125 000 et en gros bah là il a vendu 375 000 ici dans cette transaction. Ensuite il a transféré Wallet 2. Wallet 2 voilà, il a vendu 19 000 ici. Il a renvoyé 125 000 du Wallet 2 vers Wallet 3. Et à chaque fois, ce que je remarquais, c'est que vous voyez, ça c'est des wallets qui sont utilisés juste pour faire des dumps comme ça de transactions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils utilisent pourquoi est-ce qu'ils splitent ces ordres sur plusieurs wallets pour les vendre? Je sais pas. À mon avis, c'est possible que, vu que c'est une whale, et les whales, elles aiment bien ne pas se faire facilement traquer. Donc peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas trop. Bref, donc c'est des burner wallets, donc c'est des wallets qui sont utilisés juste pour dump les tokens, sauf le wallet numéro 1 qui lui est son wallet principal. Donc maintenant, je me suis posé la question, qui est-ce qui a rempli pour la première fois ce wallet? Voir si en fait c'est pas justement ce wallet n'a pas été utilisé comme un wallet pour dump les tokens et est-ce qu'il n'a pas été feed par exemple par un des wallets de la team à la base. Et au final je me suis rendu compte que non mais là j'ai fait une erreur, c'est parce qu'en fait je suis remonté donc à l'historique de wallet 1 et j'ai vu qu'il a été seed, enfin qu'il a été rempli pour la première fois par l'adresse 0x625. Et sur cette adresse, j'ai remarqué qu'il y avait donc plus de 3000 BNB, environ 2 millions de dollars en tout avec les tokens annexes. Donc j'ai supposé que c'était un gros trader de DEX, etc. sur la Binance Chain. Mais je me suis fortement trompé parce que par la suite, en analysant vraiment l'historique du wallet, il n'y avait que des transferts. Et par conséquent, que des transferts. Ça montre que c'est un wallet, un hot wallet d'exchange en fait tout simplement. Donc là je me suis trompé dans mon tweet, je l'ai corrigé dans les commentaires. Et parce qu'en gros normalement Etherscan ou la BScan, ils labellisent les wallets comme des hot wallets. Donc par exemple vous mettez Coinbase, Binance, etc. Et il n'y avait pas de label dessus. Du coup je me suis pas posé la question plus que ça. Donc en soi c'est pas un gros DEX trader, ça c'est à oublier. Il restait donc un seul point à vérifier que le wallet 1, qui est le premier seed qui a envoyé vers tous les autres wallets pour le dump, qui n'a jamais été funded par un des wallets des fondateurs du projet. Donc j'ai refait une query sur Dune, qui est là, où en fait je check qu'il n'y a pas de transaction entre le wallet 0x9a, wallet 1, et les wallets des fondateurs du projet pour être sûr qu'il n'y en a pas, donc from ou to, donc que ce soit vers ou recevoir, j'ai checké les deux.
Donc malgré mon analyse assez simpliste, je pense qu'on peut être quasiment certain que ces tokens IMO n'ont pas été des tokens alloués par le smart contract au tout début, donc à la création. Donc ce n'est pas quelqu'un de la team, mais que c'est bien quelqu'un qui a acheté plein de tokens IMO comme on l'a vu. Il en a acheté 1 million il y a 50 jours et il a décidé de tout dump d'un coup il y a 20 jours, il y a une dizaine de jours. Voilà, donc pour moi, ça montre que c'est pas quelqu'un de la team. Après, est-ce que quelqu'un de la team aurait pris de l'argent pour acheter. Enfin, ça, oh, non. Voilà, donc c'était ma petite recherche de détective on-chain. J'ai énormément pris de plaisir à la faire parce que c'est ultra intéressant parce qu'il faut comprendre comment les smart contracts s'identifient, comment est-ce qu'on peut voir, comment faire les queries sur Dune, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ensuite, un tweet de Watcher Guru, qui est un site de news, qu'il y a un candidat à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr., donc j'imagine le fils de John Fitzgerald Kennedy, qui dit que le Bitcoin donne au public un échappatoire quand la bubble de la finance traditionnelle explosera. Et donc je pense que il a bien raison, le frérot. On va voir maintenant un petit trade que j'ai fait sur la vérité derrière FTX. Donc vu que les liquidateurs sont en train de revoir pour relancer l'exchange, nous allons voir ensemble les dingueries qu'ils ont trouvées après leurs analyses. Donc il faut savoir que la majeure partie de la comptabilité de FTX se faisait dans QuickBook et dans des conversations Slack, donc pas du tout professionnel évidemment, qui plus est pour une compagnie financière. Voilà. Il faut savoir que également Caroline ainsi que les autres anciens cadres d'FTX ne peuvent pas être interrogés pour aider à la liquidation de FTX parce que pour le moment leurs charges criminelles ne sont pas encore terminées. Donc c'est pour ça qu'on peut pas, ils peuvent pas nous aider encore dans le recouvrement, etc. Donc il faut savoir que le FTX Group, donc l'ensemble des compagnies d'FTX qui compte un grand nombre de compagnies, plus d'une centaine, n'avaient pas de comptabilité, n'avaient pas d'informations sur la sécurité, donc ils n'avaient pas d'intervenants qui venaient pour aider à la sécurité, etc. Il n'y avait pas de cybersécurité, aucun audit interne et pas de ressources humaines. C'était fait comme ça. Les ressources humaines, c'était hop, allez. Ainsi, au moment de la banqueroute, FTX n'avait même pas de liste des employés. Ils ne savaient pas non plus qui ils étaient puisqu'ils n'avaient pas de liste claire avec les noms, etc. Pour gérer tous leurs assets, FTX utilisait des feuilles Excel, des Google Drive et des QuickBooks. Il y a 56 entreprises du FTX Group qui n'ont jamais produit un seul rapport financier, donc dinguerie. Et d'après SBF, il était impossible d'auditer Alameda parce que Alameda avait des assets partout sur plein de clés différentes et que ça arrivait que des fois il y avait 50 millions qui étaient oubliés sur une des clés quelque part et qu'après ils zappaient en fait. Et SBF il a dit c'est la vie, c'est lunaire, hein, c'est très lunaire. Pour les transferts d'argent, ils utilisaient des réactions dans des groupes chat sur Slack, etc. ou des conversations FNR pour approuver les transactions. Ils n'avaient pas de personnel en cybersécurité. En plus de tout ça, FTX stockait leurs clés privées de portefeuille à plusieurs milliards au calme sur des serveurs AWS. Voilà, donc s'il y avait un hack ou un problème, laisse tomber. Les clés, plusieurs milliards, les gens pouvaient transférer l'argent comme ça. Les employés devaient également mentir à propos des hot et des cold wallets de FTX s'ils étaient demandés si on leur pose la question par les régulateurs parce que FTX n'utilisait quasiment que des hot wallets, ils n'avaient pas de cold storage. Ils avaient un multisig mais quand ils l'utilisaient ils mettaient toutes les clés au même endroit, donc super. Les clés étaient parfois conservées également sur des serveurs locaux, etc. entreprises, pas encryptées en plain text, c'est-à-dire que n'importe qui peut cliquer, double-clic sur la file et lire la clé et potentiellement bouger les wallets, bouger l'argent des wallets. Ils n'avaient pas de backup de clés évidemment et les clés, en gros, il y avait écrit dessus à utiliser, à ne pas utiliser, sans aucune description sur plein de portefeuilles différents. Ils étaient pas du tout labellisés genre portefeuille Solana, portefeuille truc, Alameda 1, Alameda 2. Non, il y avait rien, c'était genre à utiliser, pas utiliser. Voilà. Bref, que des dingueries. Donc c'est à peu près tout. Ah oui, et également aussi dinguerie, parce qu'ils avaient aucune activité de monitoring de leur système.
personne n'a remarqué en fait le hack de novembre 2022 après le début de la banqueroute. C'est les liquidateurs qui l'ont remarqué en allant sur Twitter tout simplement. Ils ont vu qu'il y a des mecs qui avaient relevé le hack et du coup que FTX s'était fait hacker. Voilà, donc ils ont trouvé ça sur Twitter tranquillement. Ça a aucun sens les gars, je vous jure. L'application TikTok en Chine, Douyin, donc faut savoir que TikTok c'est que pour les Européens. En Chine, c'est une autre application d'ailleurs qui n'a pas le même algorithme, etc. Dont certaines personnes pensent que justement c'est pour abrutir l'Ouest et pour que les Chinois restent eux au-dessus mentalement, etc. Douyin du coup affiche maintenant le prix du Bitcoin quand on le recherche à travers l'application. Ça, c'est pour parler de la court hearing qu'il y a eu hier sur FTX. Donc, ils ont retrouvé 7,3 milliards d'assets liquides. Là, ils nous ont mis une timeline de ce qui va être fait, etc., etc. Et du coup, là, ils sont en train de voir pour restart l'exchange. Il y a quelques conditions évidemment pour restart l'exchange. Mais donc, ils sont en train de négocier ces trucs parce qu'il y a comme ce qu'ils disaient dans les hearings qu'ils ont beaucoup de professionnels qui ont des avis divergents à propos de ça, etc. Et donc, du coup, il faut que les négociations soient conclues Q2 2023. Donc, on saura exactement si oui ou non l'exchange FTX va restart Q2 2023. Bon, là, c'est extrêmement bien parti parce que, comme on l'a vu dans le Night Smash Show, ils ont déjà appointé pas mal de gens pour travailler dessus. Donc ça, c'est les assets qui ont été recover à la date d'aujourd'hui. Donc il y a 7,3 milliards, dont 2 milliards de cash. Catégorie A crypto, c'est les catégories A crypto, c'est les catégories de crypto qui sont liquides comme BTC, Ether, trucs plus liquides. Securities, donc c'est des actions, etc. Settlement et investment receivable, là c'est de l'argent qui était rendu lors d'investissements, etc. frauduleux par FTX. Et il faut savoir qu'il y a encore 7 milliards qui sont des transactions frauduleuses, soit des prêts aux insiders, soit X ou Y achats de trucs qui ont été conclus, etc. Donc il y a encore beaucoup qui est en cours de recouvrement, donc potentiellement c'est très très bon. Voilà, et là maintenant on va voir la timeline. On va voir la timeline donc de ce qui est prévu pour FTX. Donc ici on a le hearing. Là, en Q2 2023, on sait si l'exchange restart pour de vrai, 100%. Ensuite là, il y aura des plans qui seront faits pour l'exchange. Et l'exchange va restart officiellement en Q2 2024 si il restart. Mais il peut très bien restart avant. Parce que c'est une 363 sale, donc c'est un article du code de la banqueroute aux États-Unis qui permet, je m'en ai déjà dépété, donc qui permet en fait d'être une option attractive pour des gens qui seraient intéressés pour racheter la compagnie en détresse, parce que ça permet d'acquérir tous les assets sans avoir les liabilities, donc les défauts, etc. de l'entreprise, enfin les défauts de paiement, les prêts, etc. de l'entreprise, comme des claims légales ou de la dette. Donc, ça pourrait permettre dans le cas d'FTX de restart bien plus rapidement, et comme on l'a vu, il y a des acheteurs qui sont clairement intéressés pour le rachat de FTX, comme on l'a vu dans le dernier Tisma Show. Là, c'était un trade sur le truc, mais ça va être un peu inutile. Ouais, voilà. DYDX qui arrête de servir le Canada. Donc, les utilisateurs, à partir de demain, avril 14, ne pourront plus ouvrir de position sur l'exchange GYDX. Donc la décentralisation mes fesses, oui, parce que frère, à quel moment on peut freeze un exchange comme ça, je ne sais pas. L'ouverture des repaiements des créditeurs de Mt. Gox qui vient de réouvrir aujourd'hui le 7 avril, donc il y a 6 jours. Et donc ça a commencé, mais ça va prendre du temps évidemment que les gens soient payés. Donc voilà, petite info. Et là maintenant, le prix pour acheter des posts chez les influenceurs. Donc c'est marrant de voir ça. Donc vous voyez, les mecs, des fois, ils chargent pour un post Instagram plus de 20 000 balles. 70 000 balles pour Taiga. Bon, 33 millions d'abonnés, c'est tellement insane. On va regarder qui a le moins d'abonnés ici, combien il prend. 227K, 750. Mick dit 227K, 250. Le mec prend. Ouais. Bon, en vrai, c'est pas mal, hein. 750 pour un post Instagram, moi je prends. Soulja Boy, bon Twitter. Et on voit clairement que TikTok, c'est vraiment ce qui vaut le moins cher. Clairement, les tweets, ça a l'air d'être les plus chers. Tweets, ça a l'air d'être ce qui vaut le plus. En même temps, ça m'étonne pas parce que la commu, elle interagit beaucoup plus avec du contenu Twitter que du contenu Instagram quand t'as beaucoup de followers.
Donc ça ne m'étonne que peu. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous quitter. J'espère que ce petit Smash Show vous a plu. Et si c'est le cas, bah abonne-toi frérot, ça fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain. Ciao!